Bonjour, bienvenue dans le monde vu du train. Je suis à Porto, au Portugal, la grande ville du Nord, et je vais remonter cette vallée, la vallée de Douro, jusqu'au petit village Pinhao qui fabrique le fameux vin de Porto. Un voyage par le train qui me conduira ensuite jusqu'à Faro, plein sud, à travers un Portugal qui incarne aussi la douceur de vivre. Allez, suivez-moi. Au Portugal, on croit prendre le train et on prend les airs. La vallée du Douro enjambe les rêves. Il est vrai qu'avec un point de départ qui s'appelle Porto, le voyage ne peut être qu'enivrant. Je quitte Porto, mais j'y reviendrai après être monté dans une vallée cul-de-sac jusqu'à Pinhao. Je me rendrai ensuite à Lisbonne, puis cap plein sud jusqu'à l'île de Coulatra, en passant par Coimbra, la vieille ville estudiantine et une côte au charme fou hors saison. Le royaume du Portugal jadis régnait sur les mers et les gares aujourd'hui ont un peu remplacé les ports d'hier. C'est par la voie ferrée que le Portugal des villes et le Portugal des champs se croisent, se rencontrent. Dans le train, je fais la connaissance de César, pâtissier agriculteur de son état, un nouveau métier un peu hybride mais très en vogue. Du pain la nuit, des aliments bio le jour. Je travaille la nuit, mais je suis aussi un jeune agriculteur. C'est un travail à mi-temps pour avoir une alternative, pour avoir un environnement plus sain aussi grâce à la nature. Car un jour, qui sait, si ça devient rentable, j'en ferai mon métier car ici, au Portugal, l'agriculture est notre point de départ. C'est notre base. Comment dire? C'est un moyen que le Portugal peut développer pour sortir de cette crise économique. Je m'arrête aussi à la même gare, vous pouvez me montrer alors Oui, nous allons visiter la région où je vis qui s'appelle Teloès Amarante. La ferme bio de César se niche au sommet d'une colline, à Caïdé, un village dans la vallée du Douro. La quiétude campagnarde est pour César une source d'inspiration et de foi. Le bio, estime César, n'est pas un business, mais un simple remède anti-crise, un espoir pour de nombreux jeunes, paysans ou chômeurs. Pour lui, le bonheur est dans le naturel. Ici, c'est les myrtilles. Nous en avons environ 4000 mètres carrés de plantés. On a choisi de faire des myrtilles car ici, dans la région d'Amarante, il y a de bonnes conditions climatiques. Il faut en fait un climat avec certains moments de froid et une bonne exposition solaire. Nous avons aussi des kiwis, environ 2 hectares, et puis 4000 mètres carrés d'agrumes. Todo biologique. Oui, pratiquement tout. Nous essayons de faire en sorte que ça le soit, car nous voulons de la qualité pour le consommateur. Ainsi, il sait ce qu'il mange. Allez, viens, on va aller cueillir des citrons. Ils sont vraiment de bonne qualité, prêts à être cueillis. Natural, hein? Des citrons naturels, sans aucun produit chimique, juste le sulfate pour protéger contre le gel. Le citron peut rester longtemps dans l'arbre. C'est un fruit qui ne tombe pas. Il peut y rester 3 ou 4 mois. L'avantage, c'est qu'on peut le cueillir selon nos besoins. Le citron de cette région est très apprécié ici, car il est vraiment juteux. Du coup, avec tous ces avantages, on ne fait pas de stock. Comme ça, le client est sûr d'avoir un produit frais et de bonne qualité.
Là, c'est ton grenier à maïs alors. Ça, normalement, ça sert à faire sécher le maïs. Mais en ce moment, il y a des pommes de terre et des oignons. Le maïs, lui, doit être en dessous. Ah, voilà. Voilà, nous sommes ici dans la partie supérieure d'un grenier ouvert à tout vent. Ici, on fait sécher le maïs même quand il pleut. Et toi, tu penses, César, qu'il y a beaucoup de jeunes Portugais comme toi qui font un retour à la terre? Oui, je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui investissent dans l'agriculture. Avant, nos parents et nos grands-parents vivaient de la terre, mais de nos jours, trouver un emploi, c'est de plus en plus difficile. Alors les jeunes, ils reprennent les exploitations de leurs parents et ils appliquent leur savoir-faire. C'est finalement un moyen comme un autre de gagner un peu d'argent. L'agriculture est importante pour notre avenir, car tout ce que nous mangeons provient de la terre. Je suis convaincu que l'agriculture, c'est un point fort pour notre économie. César est un bon vivant. Il m'emmène voir sa famille qui embouteille du vino verde, du vin vert, c'est-à-dire un vin jaune qui en fait est rouge, à n'y rien comprendre. Ça, c'est la réserve familiale pour l'année. De quoi faire la noce pour les petites et les grandes occasions. En bon pâtissier, César a aussi préparé un pão de ló, un gâteau à base d'œufs, 32 au total. César ou la douceur de vivre. Je me sers. Vas-y, on l'attrape comme ça, à la main. Carrément, ouais. Ouais, tu as très bien réussi. Ça a le goût du citron un peu, non? Ouais. C'est une spécialité très appréciée de la région et très facile à faire. Du citron naturel, des œufs, et c'est tout. Et du sucre. Voilà, la pâtisserie de César reconvertie en paysan bio, croyez-moi, c'est excellent et c'est nourrissant. Et je poursuis ma route. Je vais reprendre le train. À bientôt. La voie ferrée remonte la vallée du Haut-Douro, où les terrasses fleurissent les versants de la montagne. Certains vous racontent que les trains désormais remplacent les navires et que les Portugais aiment le large, fût-il terrestre. En tout cas ici, on ne peut pas se tromper, c'est tout droit jusqu'à Pinhao. Là-haut, sur les terrasses, règne l'un des plus vieux vignobles du monde, qui pourrait remonter au temps des Phéniciens. Nous sommes au royaume du Porto, un vin goûteux et connu dans le monde entier depuis des siècles. Une fierté aussi prenante que celle de l'Ancien Empire. Même la gare de Pinhao traduit le goût des Portugais du Nord pour leur vin fétiche, avec ses splendides azulejos, ses carreaux de céramique peints et d'origine mauresque, souvent des chefs-d'œuvre offerts au regard de tous. J'ai rendez-vous avec Johan, qui produit du Porto dans la fameuse vallée. Bonjour, Johan. Ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Je suis heureux de te rencontrer, un producteur de vin. Ouais, c'est bien. On va monter sur la Quinta. La Quinta, oui. La Quinta, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Quinta, Le c'est domaine. Le domaine, d'accord. Ouais. Ouais. On va voir un peu les vignes et goûter quelques vins. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. Tu vas me montrer comment tu procèdes, alors tes secrets. Allons-y.
y a deux sortes de quintas dans le Douro, deux domaines. Si tu veux, on peut être un château, ça veut dire qu'on a la cave et tous les vignobles autour. Ou on peut être un peu comme en Bourgogne, on a des petites parcelles un peu partout et après on a une cave qui est dans un petit village. Comme ça. Alors Infantad, c'est le deuxième modèle. Ma famille, je fais la 5e génération. 5e génération. Mon père a racheté la cave où on va et il a commencé à faire du vin. On va la voir. Après. Ils sont bons, hein. Ici, on fait des élevages des différents styles de Porto. Oui. Dans les grands tonneaux, on fait des Portos sans oxydation, des rubis. Ça s'appelle le rubis, d'accord. Oui. Et dans les pipes, enfin des barriques, Oui. on fait des Portos oxydés, les Tony. Ouais. Et dis-moi, c'est des barriques impressionnantes. Là. Il y a combien de litres là-dedans? 15 000 litres. Toi, tu as appris comment le métier alors? D'où te vient cette passion? J'avais 6 ans quand j'ai fait ma première vendange. J'avais 12 ans quand j'étais, entre guillemets, j'étais promové à la cave. Je sortais du vignoble et j'ai commencé à travailler à la cave. Et ça fait à peu près 25 ans que je suis là. D'accord. Donc ça se transmet de génération en génération. Oui, oui. Je peux te faire goûter? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc là, c'est quel Porto que tu me fais On va goûter un le- Porto blanc. C'est quelque Porto chose blanc, qui n'est pas d'accord, hein. tellement connu, mais je pense que ça devient de plus en plus intéressant. D'accord. Et Porto- toujours pareil, fait de manière artisanale Ouais, même. et avec amour. Même, je peux dire, c'est un peu incroyable, mais un Porto blanc, une partie, c'est faite exactement comme un rouge, foulé à pied un lagar, comment on fait nos rouges. Foulé au pied toujours, ouais, d'accord. Incroyable. Santé. Santé. Comment on dit en portugais? Saúde. Saúde, d'accord. Saúde. À la tienne. Saúde Joan est malheureusement adieu. Pour quitter sa quinta, son domaine viticole, pas le choix. Il faut repasser par le bas de la vallée. On quitte avec regret le fief de Joan et ses coteaux si riches, aux reflets moirés, très froids l'hiver et à la chaleur écrasante l'été. L'un des secrets, paraît-il, d'un bon Porto. La vigne ici ressemble aux habitants de la vallée. Elle s'accroche à des versants rocheux, résistants, mais toujours chaleureux. Je retourne vers la gare de Porto, en aval, avec ces barques qui, de tout temps, ont exporté les tonneaux du précieux vin. Ici, tout se conserve, le breuvage comme les traditions. La ville, la deuxième du pays, est un monument à part entière et même un livre d'histoire. Porto, ou l'art de l'accumulation par strates, du baroque au moderne. La ville aime rappeler qu'elle régnait jadis sur les mers jusqu'au Brésil. Ces artistes la croquent dans tous les sens, du romantisme à ciel ouvert au charme des cathédrales qui baignèrent les conquistadors, sur mer comme sur terre. Longtemps, Porto fut aussi une ville rebelle, à mauvaise réputation, et connut même la révolte des ivrognes, des émeutes de Portugais mécontents au XVIIIe siècle d'une taxe sur le vin. La gare raconte ses heures de gloire, de conquête et de défaite sur le mode toujours des azulejos, blancs et bleus, les couleurs de l'horizon qui fut ici longtemps infini. Allez, en voiture. C'est l'heure de filer vers un autre Portugal, plus au sud. Voilà, en route pour Coimbra, centre du Portugal, qui est l'ancienne capitale du pays et la plus vieille ville universitaire du Portugal. Les 10 millions de Portugais aiment voyager par le Caminos de Ferro, le chemin de fer,
et prendre le temps de savourer les paysages de leur beau pays. Les rivages d'où partirent jadis Vasco da Gama, Magellan et tant d'autres navigateurs. C'était l'âge d'or du royaume du Portugal et de Coimbra, pendant un siècle, sa capitale. Ma première vision de Coimbra, devenue fief du savoir, ce sont des étudiants en uniforme, ou plutôt en cape traditionnelle. Un rite ici depuis des siècles, soigneusement codifié dans O Código de Praxe, le code des traditions, usages et coutumes. À Coimbra, on étudie certes beaucoup, mais on n'oublie jamais de faire la fête. Les confréries, telle cette bande d'étudiants en médecine, animent la ville, comme ça, pour la joie, pour le plaisir d'échanger par ces notes qui montent vers le ciel. Muito bom dia, nós somos a turma de medicina da Universidade de... Les carabins sont des enchanteurs et Coimbra, 100 000 habitants, est un théâtre permanent. Il faut monter les marches du temple de la connaissance, car tout en haut trône la vieille université fondée au XIVe siècle. J'ai rendez-vous avec Anna, l'une des responsables de la faculté et de sa bibliothèque, connue dans le monde entier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Olivier. Anna? Oui. Oui, Olivier, enchanté. Oui, à Merci de l'université. me recevoir C'est un plaisir. à la bibliothèque, l'université, Oui, c'est ça. ou le Palais Royal. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien C'était un palais? palais réel, oui, Ouais. et ainsi qu'une bibliothèque. D'accord. Et il paraît qu'elle est superbement belle, en fait, la bibliothèque. Oui, c'est Vous, ça. vous allez me montrer alors? Oui. Allons-y. Alors, C'est magnifique. Hein. oui. Ils sont gâtés, vos étudiants ici. Ils ont de la chance. Oui, l'université a des conditions très bonnes pour les étudiants. Et ici, en plus, Coimbra, c'est la plus vieille université du Portugal, une des plus vieilles d'Europe. Oui, Ouais. la deuxième de la péninsule. D'accord. Bibliothèque Joanne. Voilà, voici la fameuse bibliothèque. Oui. Les livres de Coimbra racontent l'Empire des mers, mais aussi la poésie, le génie littéraire du Portugal qui l'a aidé à partir puis à revenir pendant des lustres. Et alors, vous avez des ouvrages qui sont très anciens, j'imagine. Oui, 16e siècle jusqu'à l'an de 1800. Et si vous voulez, vous pouvez la consulter. Ce sont des ouvrages qui sont disponibles au public. D'accord. C'est un plaisir d'étudier ici parce que nous avons ce patrimoine, mais nous avons des conditions extraordinaires pour les étudiants aujourd'hui. Alors nous sommes une université très ancienne, mais aussi très moderne. D'accord. Et j'imagine que dans ces livres ici, dans ces merveilles, il y a sûrement des ouvrages sur l'âge d'or du Portugal, quand il y avait toutes les conquêtes de par les mers, en Afrique, Ah oui. aux Indes. On a une collection de livres de géographie, disons, qui sont très importants pour connaître les découvertes du Nouvel Monde. Ce sont 3 siècles très importants pour nous. On va couvrir, oui, la Pourquoi table, pour éviter que les jets des chauves-souris. Des chauves-souris, il y a des chauves-souris oui, ici. Oui,
parce qu'ils mangent les insectes qui peuvent manger le papier. C'est une façon de protéger les livres. On aime beaucoup les chauves-souris. Oui, elles sont là-haut, j'imagine. Oui. Il est temps de retourner à la gare pour me rendre dans le sud, vers Lisbonne, via Fatima, la ville sainte. Mais la station de Coimbra semble ce jour-là étrangement tranquille, comme si toutes les machines étaient arrêtées. Bon, on va attendre. Bom dia. No comboios para Lisboa hoje? Grève générale. Bon, c'est bien ça, si je comprends bien, avec les 3 mots de portugais que j'ai pu apprendre depuis hier, c'est la grève générale partout, même pour Lisbonne, donc, et pour Fatima aussi, la ville sainte. Mais peut-être que la foi, elle, ne fait pas grève. Allons voir, tant pis, je prends une voiture ou le bus. Fatima, c'est la Lourdes portugaise. Avec des pèlerinages qui ont lieu une fois par mois, la ville attire chaque année 6 millions de fidèles, dans l'espoir de guérison, depuis que la Vierge Marie serait apparue, en mai 1917, devant 3 enfants bergers. Dans un pays qui compte 85% de catholiques, les miracles, on y croit dur comme fer. Les boutiquiers, eux, ont un sens de la rédemption beaucoup plus terrestre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous vendez là? Je vois Eh qu'il y bien, a des des articles. jambes ou des... Des articles religieux de Fatima. Si, Ce sont des pièces en cire. d'accord. Toutes Mais les ça, qu'est-ce tailles. que c'est, monsieur? Ça, Une c'est jambe, la- c'est bien ça? C'est Ou un une pied? jambe des personnes qui ont des maladies ou une chose Oui. comme ça, des problèmes sur le corps, qui promet à la Vierge de lui rendre une pièce en D'accord. cire. Ah oui, pour être en meilleure santé, Ouais, ouais. que la partie du corps Ouais, aille ouais. mieux. Ouais. Ça, c'est quoi que vous avez dans la main alors? Le stomac. C'est l'estomac, Un c'est bien estomac, ça, ouais. d'accord. Mais je vais acheter un estomac alors. Si on a mal à l'estomac, il faut acheter l'estomac. Donc demain, en principe, j'ai plus mal à l'estomac. Je peux remanger Tu peux Co- manger co- ce que tu veux. beaucoup. Et il faut Portugal. profiter au Portugal. Hein. Tu manges bien. Merci Antonio, Ok, à bientôt. bon Hein. voyage. Ok, Ciao. bon dia, au revoir. Merci. Adieu Fatima, ces pèlerins tenaces et ces sympathiques marchands du temple. Au bout du rail, Lisbonne. Une ville, paraît-il, beaucoup moins croyante. Même si on se tatoue parfois sur le bras de fiers slogans tels celui-là, seul Dieu peut me juger. Le Portugal, à l'occident de l'Europe occidentale, est un pays jeune, qui a foi surtout en l'avenir. 200 km de campagne sauvage défilent. Ici, les terres comptent parmi les plus riches du Portugal, celles de l'Estramadour. On pénètre dans la capitale, au bord du Tage et sous les remparts du château de Saint-Georges, par la gare de Rossio, splendeur de l'Art Nouveau. Lisbonne, c'est le lien entre l'océan et l'Europe, le nord et le sud du pays, la campagne et la vie citadine, mais qui demeure, avec ses 500 000 âmes, terriblement humaine. Et c'est cela qui fascine tout de suite. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, c'est Lisbonne, malgré les galères, malgré la grève générale, j'ai réussi à trouver un train depuis Fatima. Le voyage continue. Sometimes I try, sometimes I fail. Never let go, never let go.
Lisbonne s'élève comme une belle vision de rêve, disait l'écrivain Pessoa dans les années 30. La tour de Belém symbolise à elle seule la puissance de jadis, au temps de la route des Indes. Depuis, la ville est portée par la saudade, la poésie mélancolique et la nostalgie de l'ailleurs qui flotte sur ses toits. Je suis sur le fameux belvédère de Lisbonne qui permet d'avoir une vue imprenable sur la ville et ce qu'on appelle la Baixa, la partie basse de Lisbonne qui a été détruite en fait par le fameux tremblement de terre de 1755 décrit par Voltaire dans Candide. Et juste à côté, le Tage qui s'élargit dans ce qu'on appelle la mer de paille. Le nom de Lisbonne remonterait au temps des Phéniciens et signifie la baie sereine. Les capitaines ne règnent plus sur les mers, mais ils reviennent toujours de loin. Bacaloaria. Bacalao, ça veut dire morue, à mon avis, ça doit vouloir dire l'épicerie de morue spécialisée. Voilà, bon dia. Bonjour. Ça, c'est différentes sortes de morue, c'est ça? Oui, on classe la morue par poids et on la laisse dans le sel pendant 6 mois. C'est ce qui fait la bonne morue traditionnelle portugaise. Aujourd'hui, on fait de la morue sans sel ou avec du sel chimique et donc elle n'a pas du tout la même qualité que celle-ci. Celle-ci, c'est la vraie morue portugaise de tradition. Pas de chimie, pas de produits chimiques. D'accord. Et alors dites-moi, pourquoi les Portugais aiment-ils autant la morue? Parce que c'est un poisson sain à manger. C'est un poisson très savoureux et qui se confectionne de toutes les façons. Et c'était un poisson qui avant était appelé le manger des pauvres. Parce qu'avec 200 grammes de morue, on peut faire à manger pour 3 ou 4 personnes. Et là, il y a... Ici, on a les têtes de morue, les faces de morue. Ça, c'est les dents. Et cette partie, les joues. La morue, c'est simple, c'est comme le cochon. Tout se mange. Les gens disent qu'il y a 365 façons de confectionner de la morue. C'est-à-dire une recette pour chaque journée de l'année. Oui, c'est ça, une recette pour chaque journée. Avec ou sans morue, Lisbonne l'indolente, à l'ombre des fontaines, est aussi la ville des artistes, des poètes et, il ne faut pas l'oublier, de la défunte reine du fado, dont les envolées baignent toujours les ruelles. Une ville où il fait bon vivre et qui a du tempérament. Librairie. Voilà, c'est le grand poète portugais Pessoa. Ouais, il doit être partout de toute façon. Allons voir. Poésie. Bonjour. Bonjour. Vous avez Pessoa, Camões, les grands poètes de Lisbonne. Alors, est-ce qu'il y a un beau récit littéraire sur Lisbonne à découvrir? C'est un bouquet toujours important parce que c'est de Fernando Pessoa. Voilà. C'est toujours un best-seller parce que tout le monde aime bien savoir quelles sont les places que Pessoa recommande. Voilà, mais ce sont des trésors sur les trains, là. Je vois, il n'y a que des livres sur les trains. Comboio, ça veut dire les trains en portugais. Comboio, les trains et les tramways portugais. Electrico, c'est le tramway, c'est ça, bah oui. C'est ça. Vous savez, ça, c'est une des Un voyage dans l'histoire. plus classiques lignes de tramway de Lisbonne. C'est le 28, connu partout. À Lisbonne, sans les tramways, ce ne serait pas tout à fait Lisbonne. Hein. Oh, on joue même du fado dans le tramway. Elle va chanter. Elle va chanter avec la fameuse guitare de Coimbra.
je suis en bonne compagnie alors de vous et du guide Pessoa sur Lisbonne. On va promener dans la ligne. Et vous aimez donc faire cette promenade en tramway? Ça monte dans les vieux quartiers, le Bairro Alto, le quartier haut, et puis aussi ça longe le Tage, le fleuve. C'est bien qu'on ait gardé les vieux tramways, parce que c'est toute l'histoire de Lisbonne. Hein. On n'a pas mis du moderne. Et alors il écrit Fernando Pessoa, et les dômes, les monuments, les vieux châteaux surplombent la masse des maisons, tels les lointains héros de ce délicieux séjour, de cette région bénie des dieux. Toute la région de Lisbonne. Il n'y a plus à dire. Plus rien à dire. Dans l'esplanade. Le café de Pessoa. Ah mais il y a du monde là. Vous connaissez déjà? Ouais, non, je suis passé devant, simplement. Ouais. Ah, il est centenaire. Hein. C'est un historique café de Lisbonne. Ah, voilà, il est là, Pessoa. Ouais. Et dites-moi, Juan, il y a une petite ressemblance entre vous deux là. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, il y a le même chapeau, ah oui. Mais c'est vous là. Un chapeau. Pessoa engendrerait-il de nouveaux rêves et des clones? Le libraire Juan, en tout cas, est un passionné de sa ville. Lisbonne est magique, vous dit-on. Entre ciel, Tage et mer, fut-elle de paille, le surnom de cette étendue d'eau. Un autre écrivain portugais, Miguel Torga, décrivait la contrée comme la félicité même. Dont acte. Bon, bah, merci pour cette très belle visite. Magnifique. Ça, c'est Lisbonne. J'ai apprécié de visiter le vieux Lisbonne avec vous, un libraire et un grand connaisseur de la littérature portugaise. Pour moi, c'est un plaisir Ouais. aussi. Ouais, j'étais vraiment très content jouant. Je vais lire les livres. Très bien. Et puis à bientôt alors. Bonne chance pour Ok. vous et pour les Adieu. tramways. Merci beaucoup. Au Bon revoir, dia. merci. Au revoir, Joan. Opened up the way, a little silver pizza charm that you just frozen on. On quitte Lisbonne le cœur gros. La saudade, ce mal du pays qui existe même lorsque l'on est au pays, et sa mélancolie sont contagieux. Il paraît que le spleen portugais ne se guérit pas, et c'est tant mieux. Miracle de la route, miracle des rencontres que permet la lenteur des trains lisboètes. Allez, direction le sud paysan et le Portugal profond. You know my heart is yours, where it once belonged. My eyes for you, my arms to hold on to. On traverse l'Alentejo, le cœur du Portugal, qui est aussi son grenier, avec ses plaines dorées, ses oliviers à perte de vue, ses villages qui perpétuent l'artisanat, et ses voyageurs, toujours accueillants. Bon dia. Bonjour. Je m'appelle Olivier. Vous allez à Funchal? Oui, je suis d'ici. Je suis d'Aletenjo, d'Odemira. D'accord. Et la région qu'on traverse, c'est l'Alentejo. Il y a beaucoup de choses à voir, non? Ah ouais. Il y a énormément de choses à voir dans cette région, l'Alentejo. C'est une province très diversifiée. Il y a des zones où il n'y a que de la verdure, il y a des plaines et il y a aussi la plage. On a un peu de tout sur ce petit morceau de terre. Moi, je vais à Auric à la fête du cochon. C'est bien cette fête aujourd'hui? Bien. Oui, tuer le cochon, normalement, est un rituel qui unit toute la famille. Hein. On rassemble tout le monde, les plus vieux et les jeunes. Et les enfants, eux, qu'est-ce qu'ils s'amusent hein. Les hommes tuent le cochon, puis les femmes vident l'animal, et ensuite elles font une série de recettes avec la viande, comme du saucisson, etc., qui sont très typiques de cette région. Et c'est une fête tout au long de la journée. Les gens se rassemblent et tout ça. Et le cochon, on peut le manger pendant longtemps. Funchera,
au milieu de nulle part. Une gare qui compte quelques visiteurs clandestins, ou plutôt des nettoyeurs de remblais. Mais Funchera, c'est surtout la capitale du cochon. Un or noir sur 4 pattes, car les porcs ici de peau foncée valent très cher pour leur jambon longuement fumé. Cela tombe bien, j'ai rendez-vous à la foire nationale du cochon dans un village voisin. Les paysans viennent de tout le terroir pour vendre leur fameux jambon et salaisons et bien sûr pour faire la fête. Bon, finalement, la saudade, ça se soigne. Tout le monde ici est un artiste du couteau à jambon, même les plombiers comme Mario, devenu cortador le temps de la foire. Le couteau qui s'utilise doit être long et fin, car les tranches doivent être fines. Seulement 4 ou 5 cm, pour qu'elles puissent rentrer dans la bouche et être dégustées. Ensuite, la laisser fondre dans la bouche, où elle va imprégner les papilles gustatives et éveiller les sens. Il faut laisser fondre. C'est tellement bon qu'on a envie de tout manger tout de suite. Ah oui. Ah merci, hein. Obrigado. Alors, il faut y aller tout doucement alors. Non, il faut que la main soit toujours derrière le mouvement du couteau pour éviter de se blesser. Et maintenant, comme si vous jouiez du violon. Plus fine est la tranche, plus elle va fondre dans la bouche. C'est clair, les paysans de l'Alentejo aiment faire la fête et ils adorent la bonne chère. C'est le royaume du partage entre 2 voyages. Dommage, il faut déjà repartir. Direction Olhão et ses lagunes battues par les vents, un autre fief de navigateurs. Olhão est un grand port de pêche sur la côte de l'Algarve, fameuse pour ses plages et ses îles sablonneuses. Voilà, c'est bientôt la fin du voyage. Je suis à la pointe sud du Portugal avec ses marécages, ses marais salants, ses roseaux. Une terre assez fragile finalement, labourée par les vagues et par le vent. Et je vais ensuite prendre un bateau jusqu'à l'île de Culatra. Je crois qu'on descend bientôt. Entrando na linha número 1, comboio regional com destino a Faro. Entrando na linha número 1, comboio regional com destino a Faro.
Voilà, il y a dernière gare. Oliao est un petit port qui a jeté des ponts jadis avec tant de terre lointaine. Les plages en cette demi-saison sont vides. Les pêcheurs, eux, retrouvent le calme de leur petit village. Bon dia. C'est le bateau pour Culatra ici? Si. Si. Quanto costa? Combien de personnes? 3,60 €. Ok, bon dia. Adios. En route pour l'île de Culatra, au bout de la lagune. Un parc naturel dont les pêcheurs ont bien failli être expulsés, mais qui se sont accrochés à leur village contre vent et maréchaussée. Les rivages ici changent au gré des marées, des vents, des tempêtes, mais pas le cœur des marins. Culatra, c'est une île écolo, sans route, sans voiture, et même sans police. Un statut unique dont les pêcheurs sont très fiers. Ici, on pêche de père en fils depuis toujours. Et la mer, bonne mère, fait souvent des miracles. Au bout de la jetée, Victor, pêcheur depuis 30 ans, qui est né sur l'île, prépare ses filets. Bon dia Victor, ça va? Comment est-ce? Ce sont des calamars? C'est du poulpe. Ah ouais, magnifique, hein, super. Ah ouais. Ah, une pequeñito. Hein, Je le pêche ici et dans l'océan. Sauf que dans l'océan, il ne fait pas beau en ce moment. Et le poulpe, combien tu le vends le kilo alors? Ça se vend 8 € le kilo. Bon. Ah super, ça c'est les araignées de mer. Hein. Et là, ça c'est la reine des fruits de mer. Araignée de marisque, c'est ici. Bye bye. Allez, à la baille. On le garde au frigidaire. Ça c'est ton frigidaire ça. Bon, et Victor, tu m'emmènes pêcher alors? On y va demain si tu veux. Demain, je pêche des calamars. J'ai déjà mis le filet de pêche. Je l'ai lancé à 8 h ce matin. Et demain, à 7 h, je vais aller le chercher. À demain donc, Victor, pour larguer les amarres. Ton île est en fait très isolée. Pendant longtemps, les habitants de Culatra n'ont pu bénéficier de l'eau potable ni de l'électricité. Mais grâce au combat acharné de Sylvia, à la tête de l'association des insulaires et des pêcheurs, tout a changé. Bon, j'ai retrouvé Sylvia qui doit m'attendre dans son association. Voilà Sylvia. Bonjour, ça va? Ça va bien. Bon dia. Dis-moi Sylvia, c'est un petit musée que tu as ici, c'est toutes les photos qui retracent l'histoire de l'île, c'est ça? Avec ce que l'on a pu recueillir comme éléments historiques, on pense que l'île a commencé à être habitée en 1850, du temps où on fabriquait des filets pour le thon et la sardine. Les pêcheurs ont commencé à occuper l'île pour travailler de façon temporaire avec leurs familles dans la fabrication de filets et de nasses. Ensuite, ils ont commencé à se fixer pour des questions de survie, de travail. Ils ont formé des familles. Aujourd'hui, on a environ 1000 personnes qui habitent sur l'île. Toutes ces photos qu'on a ici représentent des figures de l'archipel, ceux et celles qui ont marqué l'île de façon positive. Et toi, tu es né ici, sur l'île ou sur le continent? Je suis née sur l'île.
Mon père aussi est né ici et ma grand-mère paternelle est aussi née ici en 1902. Dans ma famille, ils sont tous pêcheurs. On fait notre vie ici. L'île a cet avantage, en plus d'être un lieu agréable d'habitation, c'est un bon lieu de travail. Tu me montres ton île? Ok, on y va. Allons-y. On est dans la rue principale. C'est notre avenue, elle s'appelle l'avenue du 19 juillet. C'est le jour de l'île, ce jour où on a décidé de résister et de rester ici. Elle traverse l'île d'un bout à l'autre. Et puis, partout, du sable. Oui, on essaye toujours de ne pas tout cimenter, juste des trottoirs pour marcher, parce que quand il pleut, le sable absorbe toute l'eau. Et comme ça, on n'a pas d'inondation sur l'île. L'île au rivage fragile est certes protégée, mais combien de temps encore les pêcheurs vont-ils pouvoir résister ? Voilà, là c'est la plage. C'est la plage. La merveilleuse plage et l'eau est chaude. Chez nous, il y a 9 km de plage de sable blanc. Il n'y a pas d'habitation, pas d'hôtel. C'est protégé grâce à toi. L'écologie insulaire, ça donne des ailes. Coulatra des sables est une promesse du large où la terre et l'océan se marient. Sylvia et les autres habitants de l'île sont sereins. Ils pourront rester sur leur lagune. Les voyageurs du jour, eux, vont reprendre le ferry, car il n'y a pas d'hôtel sur l'île. Je décide de rester dormir chez l'habitant pour revoir mon pêcheur dès l'aube. À peine, on va dire qu'on est entre chien et loup. J'ai rendez-vous avec Victor sur son petit bateau de pêche. Vous êtes par là. Voilà, bon dia Victor. Comment sta? Oui, ça va bien. Qui ramène le courant. Ah, c'est super. Hein. Allez. Là, elle est pas mal. Hein. Ah. Des huîtres, des poissons, des coquillages, il y a tout là. Pas le bras craqué. Hein. Ah, c'est combien la quai. Hein. Más o menos un choco. Voilà, et tu presses. Voilà, allez, c'est bon. Elle est super. Voilà, plus d'1 kilomètre de filet qu'on remonte. Moi, ce matin, il n'y a pas grand-chose. Ah, nada, non?
Rien parce qu'il y a du courant au fond. Ah ouais, il y a du courant. Il est pas très. Ouais, il est déçu, Victor, ce matin. Trop de courant, c'est pas bon pour la pêche. Et ça reste un beau métier. Tu aimes ce métier de pêcheur? Parce que c'est bien, on est libre. Libre. Ah, tu es libre. C'est libre. Tu es indépendant, hein. Oui. D'accord. Aujourd'hui, j'ai dépensé peu, on va dire 15 € à peu près. Mais plus loin, dans l'océan, c'est toujours 20, 40 ou au moins 50 € d'essence. Il y a des jours où c'est rentable et d'autres jours pas, tu comprends? Certains jours, on compense d'autres. Par exemple, aujourd'hui, c'est peu, mais demain, ça peut être mieux pour compléter ces 2 jours. C'est comme ça, la vie du pêcheur, tu vois, c'est comme ça. D'accord. Voilà, c'est le bout de la route sur l'île de Coulatra, sur une lagune chèrement défendue et bien protégée par ses habitants. Bref, un Portugal où il fait bon vivre et qui a toujours le regard tourné vers la mer. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Adios.